Nous sommes le vendredi 14 mai 1610. Il est à peine 16 heures. Dans les ruelles étroites de la capitale, les roues du carrosse du roi Henri IV martèlent les pavés parisiens. Le cortège royal, léger ce jour-là, emprunte la rue de la Ferronnerie. En plein cœur du quartier des Halles, les marchands crient leur prix, les enfants courent en riant. Tout semble paisible. Mais l'air est comme saturé d'une tension que seuls les plus attentifs peuvent sentir. Un homme se fraye un chemin parmi la foule. Son cœur bat un rythme sourd et ses yeux sont rivés sur le convoi qui s'arrête soudainement, bloqué entre deux charrettes. C'est le moment. Armé d'un couteau, l'inconnu se précipite comme habité par une force invisible vers le carrosse royal. Il grimpe sur la roue, se jette sur le roi et le frappe à plusieurs reprises. L'assassin s'appelle François Ravaillac. Le pays tout entier va bientôt connaître ce nom gravé de sang et de mystère. Mais pourquoi cet homme ordinaire s'en prend-il à Henri IV au point de vouloir sa mort? Est-ce un fanatique isolé ou n'est-il que l'instrument d'un vaste complot? Cette enquête, nous l'avons reprise aujourd'hui grâce aux nouvelles recherches des historiens. Et l'on découvre qu'il y a beaucoup d'ennemis dans l'ombre du Béarnais, en France comme à l'étranger. C'est depuis le Pont-Neuf au cœur de Paris que démarre notre incroyable enquête sur l'assassinat du roi Henri IV, le régicide le plus retentissant de l'histoire de France. Au pied de l'imposante statue du souverain, nous allons rouvrir ce dossier, ce cold case, et plonger dans les archives poussiéreuses de la police de l'époque afin de vérifier si ce crime est bien l'acte isolé du désespéré François Ravaillac. Qui est-il vraiment? Quel secret entoure cet homme? Pour le découvrir, nous allons marcher sur ses traces à la recherche d'indices, à Angoulême où il est né, jusqu'à Paris où il commet l'impensable. Comment un roi aussi charismatique qu'Henri IV, qui a réconcilié la France et mis fin aux guerres de religion, peut-il finir sa vie dans une telle tragédie? A-t-il été pris au piège d'un complot mortel? Et si les motivations de François Ravaillac n'étaient que la partie visible de l'iceberg? À qui ce crime odieux pourrait-il profiter? Les questions se multiplient, tout comme les noms des potentiels complices. D'un côté, la reine Marie de Médicis, dont les ambitions pour son fils et la nécessité de consolider son pouvoir peuvent motiver un acte aussi désespéré. De l'autre, les maîtresses du roi, figures séduisantes et influentes, prêtes à tout pour protéger leurs propres intérêts. 4 siècles se sont écoulés et pourtant, les questions qui entourent la mort du roi Henri IV continuent de hanter notre imaginaire collectif. Les pistes se croisent, les questions demeurent. Alors, remontons ensemble au 14 mai 1610 et suivons minute par minute cette journée fatidique où tout a basculé. C'est au milieu de l'après-midi qu'Henri IV fait son apparition dans la cour du Palais du Louvre. Ce jour-là, le roi veut se rendre à l'Arsenal, où l'attend son surintendant des finances, le duc de Sully. Mais ce déplacement, anodin en temps normal, semble aujourd'hui troubler profondément le souverain. Depuis plusieurs jours, on lui parle de danger, on lui parle d'attaque. Et ce matin-là, en fait, l'horoscope n'est pas bon du tout. Il a rencontré un médecin qui est un peu aussi astrologue et qui lui a recommandé de ne pas quitter le Louvre. On lui dit qu'il ne passera pas la journée et il est pris d'une obsession sur sa mort. Et il ne va pas cesser, durant toute la matinée, de se poser la question s'il va voir Sully ou pas. Au moment de partir, la reine Marie de Médicis s'interroge également sur le bien fondé de ce déplacement. Ne partez pas. Restez ici, vous faites pas le chef. Non, on n'a pas oublié.
Elle essaie de le dissuader. À plusieurs reprises, elle l'interroge pour savoir s'il est certain de vouloir quitter le Louvre. Henri IV, de temps en temps, a des craintes. Et puis, son tempérament enthousiaste lui permet de surmonter les angoisses et son stress, en quelque sorte. Il dit, allez hop, j'y vais, ça fait rien, tout ça, ce sont des chimères, je m'en vais. Malgré les mauvais présages, Henri IV prend une décision surprenante. Il refuse toute escorte pour son déplacement. Je n'ai pas besoin de garde. Henri IV va balayer ça d'un revers de main en disant que tout homme doit mourir un jour. Ce n'est pas un capitaine de la garde en plus qui changera quelque chose et qu'il se garde lui-même depuis plus de 50 ans et qu'il peut bien sortir ainsi encore une fois aujourd'hui. On y va. C'est un homme qui connaît le danger, qui connaît la mort et qui vit avec elle depuis toujours. Faut être coché. Il ne faut pas croire tout de suite au mythe du bon roi Henri. Henri est un personnage haï, détesté. On veut la mort du roi. En dépit de cette haine envers le souverain, Henri IV reste convaincu que la Providence veille sur lui. N'a-t-il pas déjà survécu à plus d'une vingtaine de tentatives d'assassinat? Toutes ont été déjouées à temps, mais l'une va presque atteindre son objectif. Le 27 décembre 1594, Henri IV échappe de justesse au coup d'un certain Jean Châtel. Jean Châtel s'est jeté sur lui le couteau à la main. Il l'a grièvement blessé puisqu'il l'a blessé à la lèvre et il lui a même fait perdre une dent. Si la lame avait été à quelques centimètres plus basse, il était égorgé. Donc Henri IV est habitué à courir des risques et sortir en carrosse du Louvre ce jour-là ne lui fait pas peur. Après avoir quitté le Louvre, le carrosse doit rejoindre l'Arsenal situé à seulement 2 km à l'est de Paris. Si l'on connaît la destination, le cocher suit les instructions du roi qui lui indique au fil du voyage le chemin à emprunter. D'abord, il lui demande de s'engager dans la rue d'Autriche, de tourner dans la rue Saint-Honoré, puis de passer par la croix du Trahoir. Finalement, après avoir parcouru à peine 1 kilomètre, le roi ordonne de se diriger vers le cimetière des Saints-Innocents. C'est à ce moment-là que le carrosse arrive dans la rue de la Ferronnerie, située dans l'actuel quartier des Halles. On est vraiment dans le cœur de Paris, le cœur battant. C'est une rue qui longe le cimetière des Innocents, donc il y a vraiment beaucoup d'animation. Et manifestement, le carrosse est pris dans le trafic ordinaire de la ville. À ce moment-là, le carrosse est arrêté par un accident au milieu de la rue. On ne peut plus avancer, c'est un encombrement. Est-ce que c'est un encombrement voulu? On ne sait pas. Les laquais qui étaient accrochés aux portières du carrosse descendent pour faire dégager la rue. Et évidemment les invectives, évidemment les jurons qui pleuvent. Le roi en a vu d'autres. Donc le roi patiente gentiment. Dans le carrosse règne une ambiance plutôt détendue. Henri IV a oublié ses lunettes, alors il demande à son voisin, le duc d'Épernon, de lui lire une lettre. Il a passé familièrement son bras autour de son cou, et puis il écoute la lecture de cette lettre. Finalement, tout ça nous laisse un carrosse un petit peu laissé à lui-même, avec les personnes dedans qui sont dans leur discussion et qui ne prêtent plus du tout attention à ce qui se passe dehors. Parmi la foule des badauds qui observent la scène du carrosse ainsi bloqué, une silhouette se distingue. Il y a un homme que personne n'a remarqué. Pourtant, c'est un homme de forte stature, le cheveu et la barbe rousse, et vêtu de vert. C'est un individu bizarre, d'assez haute grande taille, athlétique, des yeux enfoncés, un nez camus, il est assez laid. C'est quelqu'un qui traîne, on ne sait pas trop ce qu'il fait. C'est une silhouette qui fait presque peur. Et lorsqu'il vous regarde,
On sent une espèce de brûlure qu'il vous communique, une espèce de densité inquiétante. Donc c'est vraiment un regard qu'on a du mal à soutenir. Personne ne l'a remarqué, mais cet homme mystérieux suit le carrosse du roi depuis sa sortie du Louvre. Il saisit l'occasion de cet embouteillage pour passer à l'action. Il se précipite, prend appui sur la roue de la voiture et de la main gauche brandit un couteau. Et là, passant le bras par la fenêtre du carrosse, il assène 3 coups de poignard à Henri IV. Le premier effleure à peine le roi. Le roi est surpris, il lève le bras, il dit « Je suis blessé, ce n'est rien ». Il n'a pas le temps de terminer qu'on lui assène un second coup de poignard. Le sang coule en cataracte de la bouche du roi Henri qui perd connaissance. Le troisième coup de poignard va se perdre dans les manches de Montbazon, mais c'est déjà trop tard, le roi s'écroule. Le duc de la Force le soutient par la tête et à cette formule, il lui dit « Sire, souvenez-vous de Dieu », parce qu'il comprend bien que le roi va expirer, et puis il couvre le roi de son manteau. Ravaillac a senti le sang du roi sur sa main, et donc il voit bien qu'il a réussi son coup. Il aurait peut-être pu s'enfuir pour essayer de profiter un petit peu du trouble qui avait été jeté par son acte. Nul doute qu'il aurait peut-être pu emprunter une ruelle discrète. Mais non, il reste immobile. Cette espèce d'hébétude, c'est assez classique chez certains criminels. Le fait qu'ils ont déchargé leur espèce de pulsion meurtrière qu'ils ressassent depuis très longtemps. Enfin, c'est arrivé. Enfin, ils ont réussi. Et il y a une espèce de relâchement général. Ils retombent un petit peu à zéro mentalement. Il était persuadé qu'il allait être porté en triomphe. Henri IV est impopulaire. Et il croit que cette impopularité, elle va se transformer en soutien pour celui qui a mis un terme au règne. Ravaillac a obtenu exactement le contraire de ce qu'il voulait. Quand les témoins ont compris que c'était lui l'assassin, la première réaction est une réaction populaire. Et ils veulent lyncher, littéralement. Et ils se jettent sur Ravaillac. Il est très important de capturer Ravaillac vivant et Pernon insiste pour qu'on ne touche pas à l'assassin, on l'arrête. Et là, on entend une voix qui gifle l'air, celle du duc d'Épernon, et qui dit « Ne le tuez pas, vous en répondez sur votre tête ». Alors que Ravaillac est embarqué, le carrosse royal retourne au Louvre dans un ultime espoir pour tenter de sauver le souverain. Mais en vain. Allongé dans le petit cabinet de la reine, on ne peut que constater son décès. Le lendemain, le défunt est autopsié et les causes de la mort consignées dans ce document. Un rapport médical qui permet aujourd'hui à ce spécialiste des armes de décrypter la manière dont Ravaillac a assassiné Henri IV. J'ai reconstitué ici la scène de crime avec le corps du roi disposé comme il était dans le carrosse. Il aurait très bien pu essayer de trancher la gorge du roi, mais la fraise l'en empêche. Le bras du roi est levé à ce moment-là et il a accès à toute la cage thoracique. Il va entrer un premier coup entre la deuxième et la troisième côte, qui va pas aller très loin, qui va glisser sur le muscle pectoral. Il va réarmer son cou et avec une grande force, il va faire pénétrer son couteau totalement dans la cage thoracique, entre la 5e et la 6e côte. Et là, le coup va beaucoup plus loin et va sectionner l'artère pulmonaire. Il faut vraiment user de toute sa force pour appuyer le poignard et le rentrer le plus loin possible et être sûr d'atteindre les zones vitales. De son côté, Ravaillac va être enfermé à la Conciergerie, la prison du Parlement de Paris. Et là, une enquête commence. Et on se dit, mais c'est qui
ce type. On n'en a jamais entendu parler. On va découvrir qu'il s'appelle François Ravaillac, qu'il n'a quasiment aucun lien avec le roi ni avec son entourage. Et il s'agit tout simplement d'essayer de comprendre ce qui a pu le pousser à s'en prendre à la vie du roi. Pour savoir ce qui se dit entre ces quatre murs, il faut se rendre à la Bibliothèque nationale de France. Le département des manuscrits conserve un témoignage historique exceptionnel, la collection Dupuy. Un recueil de documents réalisé au milieu du XVIIe siècle et qui rassemble la principale matière historique autour de l'affaire Ravaillac. Un des éléments phares de ce dossier, ce sont évidemment les interrogatoires qu'a subis François Ravaillac par la justice après son arrestation. Donc c'est un ensemble tout à fait fascinant, puisqu'on a les mots eux-mêmes de François Ravaillac. C'est laissé persuader à la tentation qu'il a porté de tuer personne quelconque de celui dont il nous a parlé, duquel a frappé le roi. Que toujours en mon cœur, Jésus soit le vainqueur. Les enquêteurs cherchent vraiment à savoir pourquoi il a conçu cette entreprise, avec le soutien de qui, et le thème, c'est évidemment s'il a été poussé à assassiner le roi. François Ravaillac a tenté de donner sa vérité, qu'il n'a pas eu de complice, qu'il a agi seul. Il dit qu'il a eu des visions, qu'il a été inspiré de façon religieuse à tuer le roi, mais qu'il l'a fait sans complicité. Le portrait qu'on peut dresser de lui à partir des interrogatoires, c'est quelqu'un d'assez troublé, quelqu'un aussi d'émotif, quelqu'un qui pleure, qui prie beaucoup aussi. C'est quelqu'un qui semble avoir une foi vraiment intense, peut-être trop intense. Cette foi trop intense est le principal motif de Ravaillac. Mais pour les enquêteurs, ce motif ne semble que peu convaincant. Garde. Ils sont vos complices. Parlez! Il semble inimaginable qu'un individu aussi médiocre, aussi ordinaire que Ravaillac ait pu, de son propre chef, tout seul, sans aucune initiative et sans aucun moyen extérieur à lui-même, réussir ce que tant d'autres avant lui n'ont pas réussi. Tuer un monarque, accomplir un régicide, c'est le crime le plus abominable. Sous l'Ancien Régime, le roi est le lieutenant de Dieu sur terre, il est roi très chrétien, il est sacré. On projette sur lui une image de père idéal. Le roi, c'est celui qui garantit la stabilité du royaume. Sa disparition soudaine ferait craindre des troubles. À ce moment-là, pour les gens, c'est une foule de questions. Est-ce que c'est une reprise des guerres de religion? Est-ce que c'est l'Espagne qui attaque la France? Est-ce que ce sont les ultra-catholiques qui ont dirigé le bras de Ravaillac? Est-ce qu'il a agi seul ou est-ce qu'il y a un complot bien plus grand derrière? En poursuivant notre enquête sur la mort du roi, j'aimerais vous faire découvrir le quartier du Marais à Paris. C'est Henri IV qui décide de le moderniser au début du XVIIe siècle avec la création de l'emblématique place des Vosges, qu'on appelle à l'époque la place royale. Achevée en 1612, 2 ans après l'assassinat du roi, elle est l'une des plus anciennes places de Paris. Regardez cette géométrie parfaite. La place forme un carré de 140 mètres de côté, bordé par des immeubles identiques. Chaque maison doit avoir 2 étages aux façades alternant briques rouges et pierres blanches, ainsi qu'un toit d'ardoise bleue. Seuls les pavillons du roi, et celui-ci a justement l'effigie d'Henri IV, et de la reine en face, sont légèrement plus hauts que les autres et symbolisent la grandeur du pouvoir royal. L'héritage d'Henri IV ne s'arrête pas là. Tout le Marais devient un quartier aristocratique où l'on fait construire de somptueux hôtels particuliers. Et c'est précisément l'un d'entre eux que je vous invite à découvrir maintenant.
Pour nous y rendre, nous allons emprunter cette petite porte discrète située sous les arcades, presque insignifiante au premier regard. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette entrée modeste se cache un véritable trésor architectural de l'époque. Nous voici maintenant dans le sublime jardin de l'hôtel de Sully. Cet hôtel particulier, chef-d'œuvre du XVIIe siècle, est un symbole de l'ambition d'Henri IV pour Paris. Sa construction date de 1624. Il est racheté en 1634 par Maximilien de Béthune, le duc de Sully, ce fameux surintendant des finances qu'Henri IV devait rejoindre le jour de son assassinat. À l'époque, Sully, âgé de 75 ans, cherche un lieu paisible où passer ses dernières années. Ici, la façade est réalisée tout en pierre de taille blonde, un choix luxueux et rare pour l'époque. Les sculptures qui ornent les murs témoignent du goût maniériste de la fin de la Renaissance, avec ses têtes de femmes, ses motifs végétaux et ses frontons sculptés. Lorsque François Ravaillac poignarde Henri IV, il passe sa première journée de détention à l'hôtel de Retz, un hôtel particulier qui a aujourd'hui disparu, situé tout près d'ici. Il est ensuite transféré à la célèbre prison de la Conciergerie. Interrogé, torturé, Ravaillac finit par livrer au fil des jours quelques bribes d'explications sur son geste fou. C'est l'occasion pour les enquêteurs d'en découvrir un peu plus sur la psychologie et le passé trouble du meurtrier. Ravaillac grandit à Angoulême, dans une famille plutôt bourgeoise au départ. Madame Ravaillac s'appelle Françoise Dubreuil de Fontreau. Elle appartient à une petite noblesse. C'est une femme très pieuse. Le cher petit François, et c'est le moins que l'on puisse dire, a une enfance épouvantable. Le père de Ravaillac, c'est Jean Ravaillac. C'est un homme violent, qui a le sang chaud, qui est brutal. François est le témoin de la maltraitance de son propre père sur sa propre mère. Tout ça crée une ambiance familiale un peu houleuse, un peu difficile, qui forme les premières années de François Ravaillac. Pour comprendre comment la famille Ravaillac en est arrivée à une telle déchéance, il faut revenir quelques années en arrière. Lorsque le jeune François voit le jour à Angoulême en 1578, son père occupe alors encore un poste respectable dans la ville. Ce château d'Angoulême a une histoire particulière qui est liée à Ravaillac, puisque c'est le cadre de l'enfance de François Ravaillac. Il a connu cette tour des Valois, il a connu ce splendide palais médiéval, et surtout son père travaillait non loin de là, et où il avait des fonctions importantes, puisqu'il était greffier de la Mézée, c'est-à-dire le secrétaire général de la mairie d'Angoulême. Autant dire que la famille Ravaillac était bien implantée dans la cité. En 1588, le château des comtes d'Angoulême va être lié à un immense complot, une insurrection contre le gouverneur de la cité, le duc d'Épernon. Le 10 août 1588, les conjurés passent à l'action et envahissent le château. Parmi eux, le père de François Ravaillac se joint à l'assaut. C'est un épisode extrêmement violent. Le duc d'Épernon se réfugie dans une pièce à côté de cette tour. Il se barricade avec des coffres dans une pièce. Des renforts vont arriver qui vont permettre au duc d'Épernon de sortir de cette situation qui allait le mener certainement à sa perte et notamment à la mort. Il y aura une quarantaine de victimes parmi les révoltés et les derniers vont être enfumés dans une tour et vont être obligés de se rendre.
Jean Ravaillac n'est pas l'un des leaders de cette insurrection et il va simplement perdre son emploi et il va peu à peu tomber dans l'ivrognerie et il dilapide la petite fortune de sa femme. Et là, c'est le début de la ruine et de la déchéance de la famille. Ce sont alors les oncles du jeune François qui prennent en main son éducation. Ils vont lui apprendre bien sûr à lire, à écrire, mais ils vont également beaucoup lui parler de religion. Ils vont former profondément le caractère même, l'esprit même du jeune Ravaillac. Or, ce sont deux chanoines qui sont ultra-catholiques. Ils font partie de ce courant d'idées qui considère que tout ce qui est protestant est une gravissime hérésie qu'il faut détruire. Si ces hommes adoptent un discours aussi radical, c'est que la France est à cette époque déchirée par près de 20 ans de guerre civile qui opposent les catholiques aux protestants. L'origine de ces conflits remonte au début du XVIe siècle. À partir de 1517, un moine allemand, Martin Luther, défie l'autorité du pape et critique certaines pratiques de l'Église catholique. Il prône une foi personnelle, accessible directement par la lecture de la Bible, sans l'intermédiaire des clercs. Ces idées traversent les frontières. En France, c'est le courant influencé par Jean Calvin qui se diffuse. D'abord clandestinement, puis à partir du milieu du XVIe siècle, les communautés calvinistes apparaissent au grand jour. Cette réforme divise profondément et les tensions entre catholiques et protestants s'aggravent. En 1562, le massacre de protestants à Vassy marque le début des guerres de religion qui plongent le royaume dans le chaos. La population catholique a pu voir, dans la présence des protestants, des gens qui allaient menacer l'espoir de salut dans lequel vivaient les catholiques. Dieu ne pouvait être que furieux de la présence de ces gens qui ne respectaient plus l'Église catholique, de ces gens qui ne respectaient plus les fêtes. Les catholiques considèrent que les protestants sont damnés et les protestants considèrent que les catholiques sont damnés. Il s'agit de sauver son âme. Et pour cela, on va en arriver aux pires atrocités. On tue, on massacre, on extermine des gens que l'on ne veut plus voir, juste parce qu'ils sont différents, parce qu'ils menacent l'espoir qu'on a d'être sauvés. C'est dans ce climat de guerre civile que les oncles du jeune Ravaillac lui relatent inlassablement les massacres qui ont frappé sa ville natale quelques années avant sa naissance. Parmi les vestiges de ce conflit sanglant, cette ceinture de remparts qui encercle Angoulême sur près de 3 km. Des fortifications qui jouent au moment des guerres de religion un rôle majeur dans la protection de la ville. Alors, au XVIe siècle, la province va être marquée par une forte tradition protestante, alors que la ville d'Angoulême va garder fondement catholique très fort. Et cette opposition va aboutir à des sièges en 1562 et 1568 qui vont largement endommager la ville d'Angoulême et fortement marquer ensuite Ravaillac dans son enfance sur les récits notamment de ses oncles. À cette époque-là, Henri IV n'est que Henri de Navarre et il est encore le chef des protestants. Et on dit qu'il a participé à l'assaut d'Angoulême, qu'il a donc participé, pour le jeune François Ravaillac, à s'attaquer aux biens de l'Église et aux symboles catholiques. Ça va le pousser finalement à nourrir une profonde haine envers les protestants qui va aller se fusionner à la haine de la figure royale. Parmi les lieux que François Ravaillac fréquente régulièrement, un site occupe une place particulière pour les catholiques d'Angoulême, la cathédrale Saint-Pierre. Érigée au XIIe siècle, cet édifice religieux est un joyau de l'art roman. Et sa façade reste aujourd'hui encore l'un des chefs-d'œuvre les plus remarquables en France. À une époque où les images sont rares, le message chrétien s'y déploie à travers une impressionnante galerie de 70 personnages sculptés.
Ravaillac a été certainement très impressionné par cette façade, effectivement, en tant que catholique fervent. On a ici un programme et un message qui est véhiculé, qui est très très fort, avec ce Christ en majesté, ce Christ juge qui observe. Et il y a 2 scènes qui sont particulièrement impressionnantes visuellement, qui mettent en scène des diables qui sont en train de tirailler des personnages. Ils ont certainement commis des péchés. Il y en a un qui est en train de se faire arracher la langue, donc peut-être le péché d'hérésie ou de médisance. Et ces scènes, elles sont là pour rappeler que les puissants, comme les communs des mortels, ont l'obligation de bien se conduire dans leur vie terrestre s'ils veulent espérer terminer l'éternité dans le paradis. La spécificité de cette cathédrale, c'est qu'elle est couverte d'une file de coupoles sur pendentifs. Et l'intérêt de ces files de coupoles, eh bien, c'est que le poids de celles-ci retombe directement sur les piliers et non pas sur les murs, ce qui permet de les ajourer. On a ainsi pu percer pour chacune de ces travées 4 fenêtres, ce qui permet de donner une lumière tout à fait remarquable à ce monument. Et ce qui est assez rare, ce n'est pas tout le temps le cas dans des monuments romans qui sont plutôt sombres habituellement. Épargné durant la guerre de 100 ans, l'édifice subit de plein fouet les ravages des guerres de religion. Des stigmates que Ravaillac constate avec effroi lors de ses visites. Le 2e siège de la ville d'Angoulême a bombardé ce monument et donc les coupoles ont été éventrées. On voit le ciel au travers. On a ensuite une cathédrale qui a été en partie pillée, vandalisée, le mobilier a été saccagé. On est vraiment dans quelque chose d'assez traumatisant lorsqu'on pénètre dans ce monument. Pour des catholiques fervents tels que Ravaillac, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Grâce à ses oncles, Ravaillac décroche son premier emploi à 12 ans comme valet de chambre et petit clerc chez un notaire d'Angoulême où il apprend les bases du métier d'auxiliaire de justice. À l'âge adulte, il devient solliciteur de procès pour un procureur, un travail qui l'amène à voyager régulièrement entre Angoulême et Paris. Tout semble alors lui offrir une vie plutôt stable. Pourtant, après quelques années, son parcours, guidé par sa fervente foi, prend une toute autre direction. Tous les sermons, tous les prêches qu'il peut entendre, ça va entraîner chez lui quelque chose qui va faire bouillonner son esprit. Il va commencer à être envahi d'hallucinations. Il entend des psaumes chantés, il entend des sortes de musique céleste. Il voit brutalement des cierges s'allumer lorsqu'il pénètre dans une église. Il voit des hosties monter et descendre. Il va très rapidement passer d'un fou de Dieu, en quelque sorte, à un fou tout court. Ce qui est le plus notable, certainement, dans la nature de ses visions et de ses voix, c'est que Dieu lui parle, d'après lui, et lui entretient d'une mission, de quelque chose à accomplir pour le bien du royaume et des catholiques. Il dit qu'il est investi d'une mission divine d'élimination d'Henri IV. Et donc Ravaillac est très habité par ça. Ça va peser très lourd, car les gens qui délirent n'ont pas conscience qu'ils délirent. Pour eux, ces mécanismes mentaux sont des réalités. Si ces éléments que l'on retrouve dans les archives sont vrais, on peut dire que c'est quelqu'un qui était mentalement pathologique à l'époque. Ces délires et ces crises, poussés par une force intérieure indomptable, assaillent de plus en plus Ravaillac. À tel point qu'il peine à poursuivre son travail. En 1606, il prend alors une décision audacieuse. Une décision si radicale qu'elle risque de changer son destin à tout jamais. Alors il se dit finalement, est-ce que ma vocation ne serait pas de me faire religieux? Si Dieu m'appelle, eh bien allons jusqu'au bout de ma destination.
Et alors, il a l'idée de rejoindre l'ordre des feuillants. Les feuillants, ce n'est pas n'importe quel ordre. C'est un ordre qui est très, très rigoriste. Les moines portent la herre, portent le cilice, les repas sont très frugaux. Ce sont des gens qui déjeunent et qui dînent à genoux. Ce sont des gens qui dorment sur une planche de bois, qui essaient justement de brutaliser leur corps, d'éteindre tout désir charnel en eux par des macérations, par des flagellations et par une foi ardente et totale. Ravaillac met un espoir immense dans cette nouvelle mission. Il va penser trouver là un lieu où il va pouvoir s'épanouir et donner un cadre à ses pensées qui l'obsèdent. Mais cette nouvelle vie monastique prend rapidement une tournure inattendue. Les visions et les crises de folie de Ravaillac persistent. Il se met à prononcer des paroles extravagantes et inquiétantes. Après seulement 6 semaines, les moines sont contraints de prendre une décision irrévocable. Il faut le renvoyer. Pour lui, se faire rejeter, c'est l'incompréhension, le désespoir, la déchéance. Il se retrouve sans argent, sans travail, sans toit et sans plus d'objectifs, ce qui va le détruire psychologiquement encore plus qu'il ne l'était avant. Il a véritablement le sentiment d'être transparent, de ne jamais avoir été aimé, regardé, entendu. Il ne compte pour rien. Mais c'est épouvantable de ressentir cela au quotidien, d'avoir ce sentiment de n'être rien, rien du tout. Nous sommes toujours à l'hôtel de Sully, en plein cœur du Marais à Paris, mais cette fois-ci, côté cour, avec son entrée principale qui donne sur la rue Saint-Antoine. Regardez ces magnifiques personnages qui ornent les façades. Sur la façade principale, 2 allégories sculptées dominent. L'automne figuré en Bacchus déhanché, et l'hiver sous les traits d'un vieillard un peu frileux. L'hôtel de Sully abrite depuis maintenant plus de 50 ans le siège du Centre des Monuments Nationaux. L'intérieur est essentiellement composé de bureaux, mais j'ai une petite surprise à vous montrer que le public ne peut voir que très rarement. Pour cela, il faut emprunter cet escalier à l'italienne, rare à Paris, dont la sous-face des marches est sculptée d'un riche décor qui nous rappelle les splendides façades. Voilà, j'entre dans la première pièce de ce qu'on appelle les appartements de la duchesse. C'est Charlotte Séguier, l'épouse du petit-fils de notre fameux duc de Sully, qui aménage cet espace en 1660. Entrez. Et voilà la chambre de la duchesse. Ce décor magnifique a été entièrement restauré entre 2009 et 2012. Le plafond, une coupole à l'italienne peinte par Antoine Paillet, représente Endymion porté dans les nuées par la déesse Sélénée. Les murs sont recouverts de ces boiseries élégantes ornées de dorures et de pilastres ioniques. Mais venez voir, l'alcôve, qui est très en vogue à l'époque, met en valeur le lit isolé, théâtralisé. Un aménagement qui montre l'importance accordée au confort et au spectacle, même dans les espaces privés. Dans le prolongement de cette alcôve, l'oratoire, ici, offre un moment de recueillement avec ce prie-Dieu et sur le mur une précieuse Vierge à l'enfant de Jacques Sarrazin. C'est un lieu intime, mais il y en a un autre encore plus intime, si j'ose,
c'est ce petit cabinet de la chaise percée. Je referme la porte. Au début du XVIIe siècle, alors que la France peine à cicatriser ses blessures laissées par les sanglantes guerres de religion, une haine aveugle grandit chez l'ultra-catholique François Ravaillac. Sa cible, le roi Henri IV. Et vous allez découvrir que cet assassinat n'est pas le fruit d'une folie passagère, mais bien le résultat d'un plan soigneusement nourri, mûrement réfléchi, au fil d'une longue préparation sombre et obsessionnelle. En ce mois glacial de janvier 1610, Ravaillac, les pieds meurtris par un périple de plus de 400 km depuis Angoulême, s'approche enfin de Paris. Il est déterminé. Une seule pensée l'obsède, rencontrer le roi. C'est véritablement l'obsession jour et nuit. Ravaillac ne pense qu'à cela. Il faut que je voie le roi. Il faut que je voie le roi. Halte là. Il va s'adresser aux gardes, il va essayer d'obtenir une audience, qu'on lui ouvre les portes du Louvre. J'ai vu passer son carotte tout à l'heure, je sais qu'il est là. Je dois lui parler, je ne l'ai pas pour longtemps. Mais il est intercepté, hein, on ne parle pas au roi comme ça, on le considère comme un peu agité. Il faut vraiment l'imaginer avec son costume vert, essayer à chaque fois d'apercevoir le roi lorsqu'il sort, lorsqu'il rentre. Et les gardes commencent à se dire « mais c'est qui ce type ?» Le comportement de Ravaillac est troublant, et ses visites répétées devant les portes du palais du Louvre commencent à inquiéter les gardes. Il souhaite ébranler la fragile paix instaurée par le roi 10 ans plus tôt. Il a essayé 4 ou 5 fois de rencontrer le roi pour le convaincre qu'il fallait qu'il convertisse les huguenots, les protestants. Mais bien sûr, c'est un nouveau refus. Son discours n'est certainement pas entendable pour le capitaine des gardes royaux. Et à ce moment-là, on propose à Henri IV de faire arrêter Ravaillac. Hein. C'est un personnage qui s'est manifesté à plusieurs reprises, qui peut être dangereux. Il s'agit d'une question de vie. Et finalement, Henri IV néglige la menace et ordonne de le laisser partir. Le fait que le roi l'ignore l'humilie davantage et il dira au moment de son procès si j'étais parvenu à parler au roi à ce moment-là, peut-être que je n'aurais pas commis mon geste. Derrière l'obsession dévorante de Ravaillac se cache une haine profonde à l'encontre du roi. En effet, il en veut à Henri IV d'osciller entre les deux courants religieux de la France à cette époque, à savoir les catholiques et les protestants. Pour Ravaillac, ultra-catholique convaincu, cette attitude est vécue comme une trahison. Cette ambivalence, Henri l'a vécue depuis son enfance. Le jeune garçon voit le jour le 13 décembre 1553 au château de Pau, dont les fondations ont été établies au XIIe siècle par les princes du Béarn et qui offre une vue majestueuse sur les montagnes pyrénéennes. Ses parents, Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret, règnent sur le petit royaume de Navarre situé entre la France et l'Espagne. Et alors qu'il n'a que 10 ans, il va subir de plein fouet les divergences religieuses qui vont faire exploser l'équilibre familial. Pour lui, la guerre de religion, ça va être la guerre entre son père et sa mère. Lui se fixe catholique, elle se fixe protestante. Et à ce moment-là, les guerres de religion éclatent. Elles éclatent si fort que le père du petit Henri est tué par les troupes de sa mère. Aux côtés de Jeanne d'Albret, figure importante du protestantisme, Henri grandit en épousant ces nouvelles valeurs religieuses. Lorsque sa mère meurt en 1572, il devient alors roi de Navarre. Son accession au trône est surveillée de près par les Valois, la puissante famille qui règne alors sur le royaume de France. Mais cette dynastie vit d'importantes turbulences, prête à faire vaciller le trône qu'ils occupent pourtant depuis plus de 200 ans. En effet, plusieurs frères se succèdent, mais aucun ne donne d'héritier.
Suivant la loi de succession, ce qu'on appelle la loi salique, quand il n'y a pas d'héritier direct, de fils, on cherche en ligne collatérale un frère, puis un cousin. Et là, on doit remonter à Saint-Louis pour trouver un ancêtre commun entre les Valois et les Bourbons. Et c'est ainsi qu'Henri de Navarre devient Henri IV, roi de France et de Navarre, titulature qu'il portera jusqu'à la fin de son règne. Il a 2 couronnes. Le problème, c'est qu'il est le chef des protestants. Beaucoup de gens considèrent qu'il y a certes la loi de succession, mais qu'il y a une loi encore plus importante, qui est la loi de catholicité. Et c'est comme cela que le parti qu'on appelle la Ligue, mené par le duc de Guise, va considérer qu'Henri n'est pas l'héritier légitime. Et il se dit, je suis capable de devenir un roi protestant dans une France toute catholique. Et je vais le faire en m'imposant par les armes. Et la Sainte Providence va me guider. Durant 5 longues années, c'était pas rien, 5 ans dans la vie d'un homme, Henri va devoir se battre, mais pied à pied, se battre à cheval, se battre épée dans la main pour recouvrer le pouvoir et pour s'asseoir enfin sur le trône. Ce sont bataille sur bataille sur bataille. Il faut impérativement que le calme revienne. Il faut se positionner à la place du commerce, à la place des marchands, à la place de ceux qui n'ont plus d'argent. Les caisses sont vides. Le royaume est dans une situation catastrophique. Et là, passez-moi l'expression, mais Henri IV sent passer le vent du boulet. Il se dit, ça va bientôt être impossible pour moi de maintenir ma position. Henri IV doit impérativement apaiser les catholiques largement majoritaires. Il va falloir qu'il fasse un geste très symbolique. C'est en 1593 qu'il va décider de se convertir au catholicisme à la basilique Saint-Denis pour faire ce geste d'apaisement et de conciliation entre les 2 factions de son peuple. Dans la tête de Ravaillac, c'est pas forcément la même histoire. Comme tous les ultra-catholiques, il va trouver que c'est un petit peu hypocrite. C'est du baratin politique. On va dire un mot moderne, il nous enfume, ce roi Henri. Il nous prend pour des imbéciles. Malgré cette conversion, le couronnement d'Henri IV ne peut se faire à la cathédrale de Reims. Cette dernière est aux mains des ultra-catholiques de la Ligue, qui ne reconnaissent pas ce nouveau souverain. C'est donc à Chartres que la cérémonie va avoir lieu le matin du 27 février 1594. Il est le seul roi de l'histoire de France à avoir été couronné dans cette cathédrale, célèbre pour ses 2600 mètres carrés de vitraux. Cet ensemble, le plus complet de la période médiévale, a permis à l'édifice religieux d'être l'un des premiers monuments inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Mais la splendeur ne s'arrête pas là. Le tour de chœur se distingue lui aussi par sa magnificence. Ces 40 scènes sculptées racontent la vie de Marie et Jésus et clôturent le chœur liturgique, l'endroit où Henri IV est attendu pour son couronnement. C'est dans le chœur liturgique que se passe la cérémonie la plus importante du sacre. Donc c'était un moment très fort, probablement, puisqu'on a pu voir le roi équipé de ses régalias monter en fait sur le jubé, se présenter aux spectateurs de la nef, et puis il y a eu le cri habituel de « Vive le roi » à ce moment-là. Et seulement 4 ans plus tard, en avril 1598, Henri IV prend une décision historique. Il met un terme à plus de 30 ans de guerre de religion déchirante en promulguant l'édit de Nantes. Il instaure définitivement comme un des piliers centraux de la France l'idée qu'on peut avoir des religions différentes et des droits équivalents. Et ça, c'est un cas unique en Europe. Dans de nombreux États d'Europe, les sujets
devait se conformer à la religion du prince. Donc le prince pouvait choisir sa religion et ensuite ses sujets devaient le suivre. L'édit de Nantes peut être considéré comme la fin de cette grande séquence de guerre de religion commencée dans les années 1560 et commence une période relativement apaisée de reconstruction du royaume, de cohabitation à peu près pacifique entre catholiques et protestants. Après avoir rétabli la paix, Henri IV relance l'économie du royaume avec l'appui de son fidèle ministre, le duc de Sully. Grâce à cette nouvelle prospérité, il peut entreprendre de grands travaux transformant Paris en une ville moderne. Mais cette période d'accalmie est de courte durée. En 1609, le roi soutient un petit duché étranger, un geste risqué qui pourrait bien plonger à nouveau le royaume dans la guerre. Dans chaque chaumière, chaque taverne, une rumeur enfle, la guerre approche, la tension est palpable et les esprits s'échauffent. Comme tous les Français, Ravaillac a entendu parler de cette guerre qui se profile. C'est encore la guerre qui succède à des guerres de religion, mais la guerre n'arrêtera donc jamais en France, c'est affreux. C'est l'étincelle qui peut donner le feu à la poudre de toute la poudrière européenne. Donc tout le monde retient son souffle, et certainement que les décisions futures d'Henri IV, à ce moment-là, vont faire basculer les choses. Cette étincelle, c'est la mort sans héritier du duc Jean-Guillaume de Clèves en mars 1609. Elle déclenche une crise de succession majeure en Europe. Le contrôle sur ses possessions, les petits duchés de Clèves, Berg et Juliers, situés dans l'actuelle Allemagne, devient alors un enjeu stratégique pour toutes les puissances européennes. Des princes protestants revendiquent le pouvoir, tandis que les Habsbourg d'Espagne et du Saint-Empire romain germanique cherchent à imposer un souverain catholique de leur dynastie. Henri IV choisit de soutenir le camp protestant. Si cette décision lui permettra de contrer l'expansion des Habsbourg en Europe, elle l'obligera également à replonger le royaume dans les guerres de religion. S'il va au secours de deux petits duchés protestants, et s'il décide d'écraser une nation catholique, que penser de ce qu'il va faire de la France? Ce qui fait que dans la tête de tous les catholiques du royaume, tout ça fait une fermentation. C'est près d'exploser. Et le pauvre Ravaillac, il est là-dedans. Pour Ravaillac, c'en est trop. Ces rumeurs enflamment son esprit. Et en mai 1610, il décide de passer à l'acte. Il devient urgent de tuer le roi pour sauver la religion catholique. Mais alors, comment l'atteindre? Lui qui n'a rien d'un soldat, qui ne possède même pas d'armes. Ce soir-là, son regard s'arrête sur un objet étincelant. Sur une table abandonnée près de la sortie, il voit un couteau laissé par un voyageur qui peut-être se rhabille ou est au comptoir. Ravaillac vole le couteau. Ce qui prouve bien qu'il y a préméditation. Il vole ce couteau pour tuer. Mais à quoi ressemble cette arme du crime, qui n'a pas été conservée dans les pièces à conviction? Pour le savoir, direction le château de Montfleury, en Savoie. Ce lieu abrite la plus importante collection privée d'Europe en archéologie militaire. Elle nous permet de décrypter ce qu'aurait pu être l'arme de Ravaillac. On a devant nous des armes typiques du temps de Ravaillac, des armes courtes qu'il aurait très bien pu employer pour s'en prendre au roi. On en a de deux catégories. La première catégorie, ce sont les dagues. Ce sont des armes militaires qui ont des gardes et des pommeaux lourds et qui sont à double tranchant. Ça permet d'aller contre une autre lame adverse et c'est vraiment une arme de guerre. Les citadins des villes ne peuvent pas en disposer, ils sont réservés aux militaires. La deuxième catégorie d'armes, ce sont les couteaux, qui sont désignés par les témoins comme étant le type d'arme que Ravaillac a utilisé. Il n'a pas une lame large, il a une lame qui est faite pour poignarder davantage, pour se défendre. Et c'est l'objet qui est autorisé aux citoyens de Paris à l'époque de Ravaillac. La dimension de cette arme est parfaite pour correspondre à l'arme du crime. Elle fait 33 cm
Et on sait que 10 à 12 cm de cette lame ont pénétré dans la cage thoracique du roi à l'époque, ce qui correspond exactement à ce que ce couteau peut permettre de rentrer dans le corps de quelqu'un. Désormais armé, Ravaillac tente une nouvelle fois de s'approcher du roi. Mais la tâche est difficile. Le roi a le temps de lire ce genre de torsion. Vous ne comprenez pas, il s'agit d'une... Devant les obstacles, il finit par douter et se résout même à rebrousser chemin. Il est pris de remords, il casse la pointe du couteau et il décide de rentrer à Angoulême. Et à 2 ou 3 heures de Paris, il s'arrête dans une église. On croirait vraiment que c'est une image de cinéma. On voit dans la nuit le reflet de la lune, certainement, et un Ravaillac qui tombe à genoux, qui voit la figure du Christ et qui dit « Seigneur, merci, merci pour cette ultime image. Vous m'indiquez le bon chemin. Henri IV doit mourir de ma main. » Et sur la pierre de Lecce Homo, il va réaiguiser cette lame pour la rendre de nouveau opérationnelle. C'est comme s'il demandait au Christ de bénir l'arme. Et là, il est véritablement face à son destin. Le compte à rebours, je dirais, commence. Nous voici au château de Fontainebleau, l'une des résidences royales préférées d'Henri IV. C'est lui qui décide d'en faire un symbole éclatant de la paix retrouvée et de la splendeur de son règne. Il aime ce château pour sa position géographique. Il n'est qu'à 60 km de Paris. C'est un immense territoire de chasse exceptionnel où le roi peut recevoir les invités prestigieux de la France dans un espace qui compte aujourd'hui 1536 pièces et 130 hectares de parcs et de jardins. Tous les souverains du XIIe jusqu'au XIXe siècle vont séjourner à Fontainebleau. Ce château occupe une place particulière dans le cœur d'Henri IV. C'est ici, le 27 septembre 1601, que naît l'héritier de la dynastie des Bourbons, le jeune Louis XIII. Ému par cet événement, et pour le marquer dans l'histoire, il fait édifier dans cette première cour d'honneur la magnifique porte du baptistère qui se trouve juste derrière moi. Avant d'accéder aux appartements du roi, j'aimerais vous faire découvrir le vestibule Saint-Louis. Cette pièce est aménagée sous Louis-Philippe Ier, le dernier roi des Français au XIXe siècle, pour rendre hommage aux plus importants souverains bâtisseurs qui ont façonné le château de Fontainebleau. Et au cœur de la pièce, là vous avez François Ier qui a restauré le château après la guerre de 100 ans. Et en face, évidemment, Henri IV qui nous toise fièrement. Pour accéder au premier étage, nous empruntons cet escalier qui vient tout juste d'être restauré. Il a été construit en 1839 et il est éclairé naturellement par cette verrière sommitale. Voilà, je me trouve à présent au premier étage du donjon. Et c'est ici qu'était installée du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle la chambre du roi. Là encore, la figure d'Henri IV nous observe. Juste à côté, dans les pièces voisines, c'est ici, il y a plus de 400 ans, que va naître son héritier, le jeune Louis XIII. Si la reine Marie de Médicis accouche dans ce qui est à l'époque le cabinet du roi et non dans son appartement, c'est que la chambre de la souveraine est trop petite pour recevoir la cour. Oui, parce qu'à l'époque et sous la monarchie, on accouche en public pour éviter les doutes sur l'origine royale du bébé qui naît. Grâce
aux mémoires de Louise Bourgeois, la sage-femme présente ce jour-là, on connaît en détail la naissance de Louis XIII. Les premières contractions de la reine commencent ce 27 septembre 1601 vers minuit, quand les douleurs de la reine deviennent plus intenses. Le travail va durer plus de 22 heures et quart exactement. Quand enfin l'enfant arrive, il paraît faible. La sage-femme décide alors, avec l'accord du roi, de lui souffler du vin dans la bouche pour le revigorer, comme c'était l'habitude à l'époque. Pour célébrer cet événement, Henri IV fait richement décorer la pièce. On y ajoute des boiseries sculptées et ces petits dauphins en or pour rappeler la naissance du dauphin en ce lieu. Ne faites pas attention au mobilier, il est évidemment Napoléon III. 9 ans après la naissance du jeune dauphin, l'atmosphère a bien changé. Dès le lendemain de l'assassinat d'Henri IV, les rumeurs de complot se multiplient. Ravaillac a-t-il agi seul ? Ou n'est-il que l'exécutant d'un plan orchestré dans l'ombre ? La liste des suspects, quant à elle, s'allonge rapidement. Le 14 mai 1610, l'atmosphère est lourde à Paris. Après l'attentat, le roi, grièvement blessé, est transporté d'urgence au Louvre. Une course contre la montre qui s'achève dans les appartements de la reine. Marie de Médicis et son fils assistent impuissants à ces derniers instants. Et là, Marie est dans un état à la fois de prostration totale et de très très grande panique. Et c'est à ce moment-là que Chancelier va dire « Non, madame, le roi ne meurt pas en France ». Voici le roi. Et il montre le petit Louis XIII, 8 ans et demi. Voilà donc le roi vivant. Et en France, selon un célèbre adage, le mort saisit le vif, c'est-à-dire qu'à l'instant même où le roi meurt, son héritier devient roi de plein droit. Et Marie de Médicis devient quant à elle régente de France. Très très rapidement, l'idée que le roi est mort circule très largement dans la ville. On va dire, ils l'ont tué, mais qui il ? Toute la question est là, évidemment. Donc que fait-on ? On liste les noms, les principaux suspects, qui ont tous eu des raisons de voir oxyre le malheureux Henri. Très vite, les enquêteurs se tournent vers le plus haut niveau de l'État. Car si la reine est effondrée, dans les alcôves, on la soupçonne d'être mêlée à l'assassinat de son époux. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que Marie est une femme effroyablement trompée. Henri IV, c'est un coureur de jupons absolument invétéré. Il a accumulé les maîtresses au cours de sa vie. On en a recensé 73. Il a eu de nombreux enfants naturels et qu'il fait élever en même temps que les enfants royaux. Et ça, pour la reine, fervente catholique italienne, c'est bien entendu intolérable. Et elle lui fait des scènes qui font trembler les murs. Et cette femme se dit, on ne me traite pas de cette façon-là. La reine aurait-elle pu commanditer l'assassinat de son mari infidèle par jalousie ? Un autre élément vient nourrir les soupçons qui pèsent déjà sur elle. Depuis des mois, la souveraine réclame d'être couronnée après 10 ans de mariage pour renforcer sa légitimité à la cour. Henri IV était un homme imprévisible, il était très influencé par ses maîtresses. Elle redoutait toujours d'être répudiée. Elle a beaucoup insisté pour que ce couronnement ait lieu. C'est pour elle un accomplissement, un moyen d'être enfin reconnue comme quelqu'un d'important qui va avoir des responsabilités de premier plan. Pour elle, c'est peut-être une revanche. Ce couronnement tant souhaité par Marie de Médicis est finalement organisé le 13 mai 1610 à la basilique de Saint-Denis, berceau de la monarchie française depuis le 8e siècle. Le choix de la basilique de Saint-Denis ne doit rien au hasard. C'est ici que sont inhumés tous les rois et les reines de France. C'est en quelque sorte le cœur battant de la monarchie française. C'est ici même que la reine a choisi d'enraciner son pouvoir.
un privilège que seules 6 reines de France ont eu avant elle. Le roi lui-même, bien évidemment, assiste à la cérémonie. Il est ravi. Et d'ailleurs, il va le dire à ces gentilshommes en disant « N'est-ce pas là une reine ?» Le cardinal de Joyeuse va poser la couronne sur la tête inclinée de Marie de Médicis. Imaginons cet instant tout à fait incroyable. Le peuple a compris, bien sûr, qu'à ce moment précis, la reine Marie devenait reine sacrée. Par ce sacre, Marie de Médicis se hisse aux côtés de son mari et flirte avec l'autorité suprême. Selon les lois fondamentales du royaume, c'est elle qui peut régner au nom du roi si celui-ci venait à mourir. L'assassinat de son mari, le lendemain du couronnement de la reine, fait-il partie d'un vaste plan pour s'emparer du pouvoir? La troublante chronologie des faits sème le doute. Elle est une suspecte idéale au sens où elle est étrangère, elle est femme, elle est florentine, elle est Médicis, et donc elle est nécessairement, pense-t-on, machiavélique. Cet imaginaire très xénophobe et très misogyne peut justifier un certain nombre de rumeurs. Mais la réalité est tout autre. Si au printemps 1610, le couronnement de la reine est organisé à la hâte, c'est qu'Henri IV s'apprête à partir sur le front pour faire la guerre contre les Habsbourg seulement 4 jours après ce fameux couronnement. Une situation politique périlleuse qui explique l'urgence de la situation. C'est un timing troublant, donc, mais pas déraisonnable. Mais ce sont les témoignages concordants de plusieurs personnes présentes le matin du jour de l'assassinat qui achèvent de lever les doutes sur une possible culpabilité de la reine. Le matin même, le roi, effectivement, hésite à sortir du Louvre. La reine lui dit « Mais sire, restez. Si vous n'avez pas envie de sortir, mais ne sortez pas. » Si elle avait souhaité le faire éliminer, elle l'aurait laissé partir sans rien lui dire. Cette piste écartée, les rumeurs reprennent de plus belle et les théories se multiplient. On soupçonne tour à tour un couple de conseillers proches de la reine, les jésuites, les protestants, mais c'est finalement vers une ancienne maîtresse d'Henri IV que les regards se tournent. Henriette d'Entragues rencontre le roi en 1599, soit 1 an avant son mariage avec Marie de Médicis. Et le monarque tombe immédiatement sous son charme. Qui est cette femme? C'est une des plus jolies femmes de la cour, d'une ambition phénoménale. C'est une chipie, tout simplement. Elle est enjôleuse, elle est habile et terriblement dangereuse. Henri IV avait coutume d'obtenir très rapidement ce qu'il voulait. Étant le roi, généralement, on lui résistait peu. Or, dans le cas d'Henriette d'Entragues, les choses ne se passent pas comme d'habitude. Henriette se dit, là, c'est la chance de ma vie. Je vais faire en sorte d'être la première des premières et pourquoi pas le titre ultime, je veux devenir reine. Mais finalement, Henri IV lui préfère alors une femme de son rang, une héritière fortunée, la fameuse Marie de Médicis, qu'il épouse le 17 décembre 1600. La colère d'Henriette éclate comme un orage. C'est une humiliation pour elle qui est insoutenable. Eh bien, que cela ne tienne, je vais buter Henri IV. Ivre de vengeance, elle fomente un complot pour faire assassiner le roi, mais qui sera finalement déjoué. Henri IV lui pardonne. Mais en 1610, au lendemain de sa mort, le nom d'Henriette d'Entragues est à nouveau sur toutes les lèvres. On l'imagine aisément décider de renouveler la tentative échouée et cette fois d'essayer d'armer un nouveau bras pour attenter à la vie du roi Henri IV. Et malgré tous ces arguments, le temps a passé. Elle a vieilli, elle a vu ses enfants grandir, elle les mariera bien, elle a de l'argent, elle est marquise. La colère s'est émoussée, le ressentiment a disparu. Et elle n'a fondamentalement pas d'intérêt à assassiner le roi. Elle n'est plus rien du tout, notre Henriette. Une nouvelle piste tombe, d'autant plus qu'aucun lien n'a pu être établi entre Henriette d'Entragues et François Ravaillac.
Pourtant, quelques mois plus tard, un témoignage inattendu va relancer l'affaire. En janvier 1611, une mystérieuse femme fait d'étonnantes révélations. Elle accuse non seulement Henriette d'Entragues, mais aussi un homme proche du roi d'être directement impliqué dans l'assassinat. Cette jeune femme s'appelle Jacqueline d'Escomment. Il s'agit de l'ancienne dame de compagnie d'Henriette d'Entragues, et ces révélations vont ébranler le royaume de France jusqu'au plus haut niveau de l'État. Jacqueline d'Escomment, elle déclare qu'elle a surpris une conversation entre Henriette d'Entragues et le duc d'Épernon. Cette conversation aurait eu pour sujet un complot contre le roi qui aurait visé à l'éliminer. Donc, en quelque sorte, elle aurait été le témoin de l'élaboration de l'assassinat. Elle explique qu'elle connaît Ravaillac, qu'elle a connu, qu'elle a hébergé même pendant plusieurs semaines chez elle. Donc elle est vraiment au cœur de cette intrigue. Et donc elle relance la machine à rumeurs autour d'un complot aristocratique ourdi par le très catholique et très espagnol duc d'Épernon et la favorite déçue. Cela va faire du bruit. On se pose des questions, si c'était vrai. Une révélation d'autant plus fracassante que le duc d'Épernon est non seulement l'un des gentilshommes présents aux côtés du roi le jour de l'assassinat, mais aussi l'un des plus grands personnages du royaume. Il est très puissant, on l'appelle le vice-roi. Au début du XVIIe siècle, il est colonel général de l'infanterie française, donc il est à la tête de la plus grande partie de l'armée. Il a eu véritablement l'occasion de prouver sa bravoure au feu. C'est un homme de devoir et d'honneur, quelque part. Mais c'est un ambitieux vertigineux. Mais alors, que cache cet ambitieux? Qui est réellement cet homme? La carrière du duc est fulgurante. D'abord simple soldat, il conquiert les honneurs et les titres. Il amasse une fortune colossale et se fait bâtir un immense château ducal à Cadillac-sur-Garonne, entre Bordeaux et Agen. Un palais tout à sa démesure. Ce palais, il est construit entre 1600 et 1630. C'est un des plus grands châteaux qui est construit en province à cette période-là. Et c'est les prémices de l'architecture à la française. Une architecture très classique, très symétrique. C'est une énorme œuvre d'art en fait que Épernon se fait construire. C'est un palais d'apparat, il ne va pas habiter ici, mais c'est montrer à tout le monde quel rang il a atteint. Un palais d'apparat dont l'aménagement intérieur est tout aussi spectaculaire. Il dote les nombreuses pièces de cheminées monumentales, magnifiquement ouvragées et dorées à leur fin, mais aussi d'une série de tapisseries grandioses. Alors, les tapisseries au début du XVIIe siècle, c'est des œuvres d'art considérables qui nécessitent des années de travail et une fortune pour pouvoir être tissées. Il y a des fils d'or à l'intérieur, c'est un signe de richesse considérable. Pourquoi un noble de cette envergure voudrait-il finalement tuer le roi? La question hante alors les enquêteurs, qui découvrent qu'en 1610, l'éclat du duc d'Épernon s'éternit. L'ancien grand favori d'Henri III, le précédent souverain, ne parvient plus à maintenir son rang sous le règne d'Henri IV. Henri IV ne lui fait pas confiance et le montre en lui retirant, au fur et à mesure des années, toutes ses charges honorifiques. Petit à petit, le rôle d'Épernon s'est étiolé. Il a été un peu reculé des premiers rangs de la cour. Si bien que c'est devenu un mécontent, qui à différentes reprises s'est affiché dans l'opposition par rapport à Henri IV. Et donc ça fait de lui un suspect. Alors, encore une fois, la question se pose. Pour recouvrer ses places, ses honneurs et surtout son rang dans le royaume de France, avait-il intérêt à voir disparaître Henri IV? Le duc d'Épernon avait donc non seulement un mobile et les moyens de financer un complot, mais aussi un lien avec l'assassin, puisqu'il avait été gouverneur d'Angoulême, la ville d'origine de Ravaillac. Mais très vite, les magistrats décèlent des failles dans le témoignage de celle qui l'accuse. On s'aperçoit que Madame d'Escomment
se contredit très souvent et surtout elle montre en répondant à ses juges qu'elle ne maîtrise absolument pas l'histoire qu'elle prétend dire. Cette femme, c'est une affabulatrice, une menteuse. Tous les éléments qu'elle donne s'avèrent faux. On lui demande « Ah bon, vous avez hébergé plusieurs semaines Ravaillac chez vous, ben alors, décrivez-le-moi, s'il vous plaît. » Elle dit « Ben, il ressemble à ce petit valet là que vous voyez. » Et elle montre un personnage noirot, petit, qui n'a absolument pas le profil de Ravaillac. Donc elle raconte des histoires. On arrête tout. On classe l'affaire. Jacqueline d'Escomment est envoyée dans un couvent et on n'entendra plus jamais parler de l'histoire. Si pour certains le doute persiste, le comportement du duc d'Épernon lors de l'assassinat d'Henri IV lève définitivement les soupçons sur sa possible implication. Le duc d'Épernon n'est pas coupable, puisqu'au moment, justement, où Ravaillac a assassiné Henri IV, il est le premier à dire au gentilhomme qui veut tuer le malheureux Ravaillac en le brochant de son épée, ne le tuez pas, vous en répondez sur votre tête. Si le duc d'Épernon avait été commanditaire de l'assassinat, il aurait très vraisemblablement laissé exécuter le meurtrier, qui ne pourrait plus parler. Quel intérêt avait Épernon? Rien ne lui disait que, sous la régence de Marie de Médicis, sa position serait plus enviable. Il ne faut pas oublier que tous ces grands du royaume, ils vivent aussi de la faveur royale. Et si on met en péril la stabilité du royaume, on met aussi en péril le système qui les nourrit. Il n'avait pas grand-chose à gagner. Je vous retrouve au pied de l'escalier en fer à cheval, certainement le lieu le plus emblématique du château de Fontainebleau et qui a été entièrement restauré en 2022. Dans cette cour d'honneur, il y a aussi ce bâtiment juste à côté. Alors, ce ne sont ni des appartements dorés à leur fin ou des salles de réception aux dimensions extravagantes, mais c'est une salle de sport et pas n'importe laquelle. C'est l'une des plus anciennes salles de sport françaises encore en activité aujourd'hui. Vous venez, je vous y conduis. Nous entrons dans la salle du jeu de paume. Construite en 1601 sous le règne d'Henri IV, elle sert toujours plus de 4 siècles plus tard pour y pratiquer ce sport. Le cercle du jeu de paume, qui gère ce lieu mythique et qui est à l'origine de sa remise en état en 1989, permet aux adeptes de cette discipline d'y jouer tout au long de l'année. Je vais les laisser finir. Bonjour Guillaume. Bonjour Stéphane, bienvenue. Merci de m'accueillir dans cette salle du jeu de paume. Vous êtes maître pommier. C'est un joli titre, mais en quoi consiste votre métier? Eh bien, le maître pommier, c'est le professionnel du jeu de paume. C'est la personne qui va enseigner le jeu, qui va fabriquer les balles artisanalement, corder les raquettes, s'occuper de la salle, en fait. Mais le jeu de paume, au fond, tout le monde en a entendu parler, mais comment est-ce qu'on y joue? Quelles sont les règles? Les règles du jeu de paume, c'est assez complexe. Ça ressemble un petit peu au tennis parce qu'on a deux joueurs qui jouent avec des raquettes et des balles face à face. La grande différence, c'est que nous, on peut jouer avec les parois que vous avez sur les côtés et puis les pans inclinés. Et une autre différence majeure que l'on a, c'est qu'on a des cibles à viser. Ça, c'est assez curieux, comme des buts un peu au football. Quand on se trouve de notre côté, par exemple, le point gagnant, c'est le grand filet, la grande galerie, vous voyez au fond, qu'on appelle la galerie du dedans. Et alors, c'est l'ancêtre du tennis, parce qu'on disait tenez, tenez, et donc ça a donné le nom tennis. C'est vrai, c'est le jeu qui donne naissance à tous les sports de raquette, le tennis, le badminton, le squash, le tennis de table, tout ça vient du jeu de paume. Par contre, la raquette est plus petite aussi que le tennis. La raquette est plus petite qu'une raquette de tennis, effectivement. La taille s'explique par la paume de la main avec laquelle on jouait au départ. On a repris la taille d'une paume de main. Et la symétrie s'explique par la balle. La balle rebondit peu au jeu de paume, donc cette asymétrie nous permet de mieux remonter la balle quand elle est proche du sol. Ça a une utilité. Il y a une chose qui m'a toujours amusé, c'est dans le jeu de paume, c'est qu'on a gardé des expressions qui viennent du jeu de paume, et notamment épater la galerie.
Exactement. La galerie, c'est les espaces qui sont sous les toits, là où se logent les spectateurs. Et donc les joueurs de jeux de paume, quand ils jouaient, essayaient d'impressionner, d'épater les spectateurs dans les galeries. Mais toutes ces expressions témoignent de la popularité qu'avait le jeu à la Renaissance. C'est un jeu qui passionne les Français et donc des expressions qu'on utilisait au jeu de paume sont passées dans le langage courant actuellement. On a beaucoup d'autres. Qui va à la chasse perd sa place, en est une, tomber à pic, rester sur le carreau. Enfin, j'ai pas le temps de toutes vous les expliquer, mais... Et elles viennent toutes du jeu de paume. Toutes du jeu de paume, exactement. Je vous propose d'essayer maintenant, Stéphane, si vous voulez. Je vais essayer d'épater la galerie, mais rien n'est moins Je suis sûr. sûr que ça sera très bien. Venez avec moi. Je vous envoie la balle sur le toit, vous laissez un bond et vous essayez de viser la galerie du dedans, au fond. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne sais pas. On va Approchez-vous voir. un tout petit peu. Formidable. Allons-y. On peut mieux faire. On peut mieux faire, on en refait une. C'est parfait. Merci Guillaume. Henri IV lui-même jouait, participait au tournoi de jeux de paume? Henri IV a beaucoup joué au jeu de paume. Les témoignages de l'époque sont très nombreux, qui nous parlent de parties qu'a pu faire le roi un peu partout en France, notamment à Fontainebleau dans cette salle. Merci beaucoup Guillaume. Merci beaucoup. Si la passion du roi pour ce sport n'est pas un secret, à la cour, personne n'ignore non plus que le cœur du souverain bat aussi fort pour le jeu de paume que pour la jante féminine. Voilà pourquoi Henri IV est surnommé le ver galant, une expression bienveillante de l'époque qui rappelle l'amour inconditionnel du roi pour les femmes. Un homme vert désigne en effet un homme entreprenant et vigoureux malgré son âge. Mais vous allez voir que la dernière histoire de cœur du souverain va pour le coup déclencher une véritable crise diplomatique. Est-ce qu'une banale liaison amoureuse aurait pu précipiter l'assassinat du bon roi Henri? Car en poursuivant notre enquête, une autre piste mérite d'être explorée, celle d'un complot venu de l'étranger. Alors que le crépuscule enveloppe peu à peu les ombres du château de Fontainebleau, dans une aile discrète, une scène intrigante se joue. Henri IV, poussé par une pulsion irrépressible, se décide à rendre visite à sa toute nouvelle conquête. Quand on arrive à cette année 1609, il a 56 ans et il tombe pour la énième fois amoureux d'une très jeune fille. Elle a 14 ans, Charlotte de Montmorency, quand il la rencontre. Il est amoureux dingue d'elle. Il va la rencontrer plusieurs fois, il va lui faire la cour, la faire rire, il va vraiment tout déployer pour lui ravir son cœur comme elle lui a ravi le sien en quelque sorte. Il est comme un jeune tourtereau autour de sa belle. Charlotte n'est pas du tout insensible au charme du roi. Elle est extrêmement fière d'être courtisée par Henri IV. À ce moment-là, Henri IV est loin de se douter que cette nouvelle idylle va devenir une véritable affaire d'État et qu'elle risque de le conduire à sa perte. Il est hors de question, selon l'étiquette de l'époque, de se jeter sur une jeune fille de 14 ans, non pas parce qu'elle a 14 ans, ça c'est aucun problème, mais parce qu'elle n'est pas mariée. Bah, que cela ne tienne. On va marier Charlotte. La question est de savoir à qui. Il n'a pas de meilleure idée que de la marier à un de ses neveux homosexuels. Il dit comme ça, on fichera la paix. Il trouve le mari idéal en la personne du prince de Condé. Il organise le mariage et il espère que cela va lui ouvrir les portes de la chambre de Charlotte de Montmorency. Le roi obtient gain de cause. Le prince de Condé accepte le mariage. La cérémonie est célébrée le 17 mai 1609 au château de Chantilly, joyau de l'architecture Renaissance. Une fois le mariage officialisé, pour Henri IV, la voie est désormais libre pour obtenir les faveurs de la jeune Charlotte. Et en réalité, c'est le contraire qui se passe. Parce que le neveu dit « j'ai pas du tout l'intention d'être ridiculisé devant le monde entier ». C'est un personnage qui, comme la plupart des nobles de l'époque, a un sens aigu de l'honneur. Et considère comme une atteinte à son honneur qu'on lui fasse faire un mariage un peu factice pour que son oncle puisse
ainsi profiter de sa femme et le ridiculise à la cour. Et le prince de Condé va décider de dérober son épouse au nez et à la barbe du roi pour l'emmener en exil. Un exil loin d'être anodin. Le prince de Condé emmène Charlotte contre son gré hors des frontières du royaume, dans un territoire voisin, les Pays-Bas espagnols. Il décide de l'emmener carrément en territoire Habsbourg, à Bruxelles, chez Albert d'Autriche. Ça, c'est presque une déclaration de guerre au roi, c'est presque une trahison. C'est une décision extrêmement grave prise par Henri de Condé, puisque un prince du sang ne peut pas quitter le royaume sans l'accord du roi. D'autant qu'il va chez l'ennemi. En accueillant ce couple d'exilés, l'archiduc Albert d'Autriche allume la mèche d'un incident diplomatique dont les répercussions pourraient être dramatiques. Surtout que le roi apprend que Charlotte est malheureuse et qu'elle ne souhaite qu'une seule chose, revenir. En fait, Henri IV est tellement éperdu d'amour, à que cela ne tienne, faites ce que vous pouvez, mais ramenez-la moi, et un gentilhomme part. Dans la nuit du 13 février 1610, une lueur de bougie apparaît dans les couloirs sombres de l'hôtel de Nassau, situé en plein cœur de Bruxelles. Charlotte vient d'être mise dans la confidence d'un plan d'évasion organisé par les gentilshommes du roi. Ce soir-là, elle tente de rejoindre les émissaires envoyés par son bien-aimé. Mais le secret est éventé. Prévenus, l'archiduc et le prince de Condé interviennent et mettent fin à cette tentative de fuite. Henri IV apprend la nouvelle, et Henri IV oscille entre une colère vertigineuse et un abattement total. Et il se dit, s'il faut que je mette l'Europe à feu et à sang pour récupérer ma Charlotte d'amour, eh bien je mettrai l'Europe à feu et à sang. C'est à ce même moment qu'Henri IV décide de soutenir les successeurs protestants des petits duchés de Clèves et Juliers. Cherche-t-il réellement à limiter l'expansion des Habsbourg ou veut-il surtout en profiter pour porter secours à Charlotte, sa bien-aimée? Il y a donc, dans cette affaire, de la grande histoire, c'est-à-dire l'équilibre entre les Habsbourg et les protestants, et il y a de la toute petite histoire, c'est-à-dire un coup de cœur d'un roi vieillissant pour une nymphette. Cette affaire inquiète l'archiduc Albert d'Autriche. Il sent que les troupes françaises vont arriver et vont pénétrer sur le territoire des Pays-Bas espagnols. Or, il se trouve que les troupes des Pays-Bas espagnols ont été en grande partie désarmées. Donc, Albert sait que si Henri IV franchit la frontière, c'est fini. Si la guerre éclatait, à ce moment-là, l'archiduc et l'archiduchesse d'Autriche qui règnent sur Bruxelles verraient leur état ravagé. Les inquiétudes de l'archiduc sont confirmées par ses informateurs qui lui rapportent les mouvements de l'armée française à ses portes. En mai 1610, Henri IV est en train de mobiliser une énorme armée, sans doute la plus grande armée qu'un roi de France ait eue sous ses ordres depuis les guerres de religion, depuis les années 1590. Il se dit que si jamais il fait franchir la frontière à ses troupes, il sera demain ou après-demain à Bruxelles, et que s'il est à Bruxelles, il pourra facilement retrouver Charlotte. Si pour Henri IV, la stratégie paraît simple, ses sujets le voient d'un autre œil. Car pour la majorité des Français, attaquer les Habsbourg équivaut à se lancer dans une guerre d'ampleur européenne contre les catholiques. Dans cet étouffant climat de tension diplomatique, pourrait-on imaginer que des forces politiques étrangères aient cherché à manipuler Ravaillac? Cet homme, certes inconnu, mais nourri par une profonde animosité envers Henri IV, aurait-il pu être poussé à commettre l'irréparable? Il suffit de regarder le calendrier, vous savez, c'est assez simple. Le roi décide que la guerre commencera le lundi 17. Et voilà que, le vendredi après-midi, il est assassiné. La guerre n'aura jamais lieu. Les grandes opérations militaires du lundi 17 sont ajournées. Qu'on ne me fasse pas croire que le pauvre Ravaillac, débarquant de sa province, ne sachant même pas où il allait, s'est trouvé par hasard le 14 mai à Paris, ça tombait bien, il voit sortir la voiture du roi, il la suit et il l'assassine. Tout ça est cousu de fil blanc. Vous voyez bien qu'il s'agit d'arrêter l'embrasement de toute l'Europe.
Il n'y a pas le choix. Il faut tuer Henri IV maintenant. La guerre imminente voulue par Henri IV doit être arrêtée à tout prix. Et c'est depuis Bruxelles que l'archiduc Albert d'Autriche va s'y employer. Et vous allez voir que les moyens qu'il déploie sont dignes d'un véritable polar où des agents de l'ombre et des espions vont être envoyés sur le sol de France. C'est le 14 mai que ces événements troublants prennent naissance, seulement quelques minutes après le coup fatal de Ravaillac. Alors que tout le monde est encore sous le choc, il faut s'organiser. Dans l'urgence, les gentilshommes se précipitent pour avertir les plus hautes sphères du royaume. Le baron de Courtemer part à pied prévenir le duc de Sully. C'est à ce moment-là que surgit devant lui une poignée d'hommes à l'allure inquiétante, voire menaçante. Et ces hommes ont ce mot terrible, tue, il faut qu'il meure. Ce groupe-là soulève beaucoup de questions. Est-ce qu'il s'apprêtait à attaquer? Qui désignait-il en disant « tue, il faut qu'il meure » Est-ce qu'il s'adresse à Ravaillac? Ou alors, ces mots ne sont-ils pas destinés, non pas à Ravaillac, mais au roi? Tue, il faut, le roi, qu'il meure. Est-ce que c'est une seconde équipe, capable justement, si jamais Ravaillac ratait son coup, de reprendre la main et de s'acharner sur le corps du roi? Aujourd'hui encore, c'est l'un des plus grands mystères dans cette affaire. Qui sont ces hommes qui disparaissent à peine ces mots prononcés, dont on n'a jamais retrouvé la trace? Et quel lien ont-ils avec l'assassin? À mon avis, Ravaillac n'a pas agi seul. Il a été suggestionné par un commando venu de Bruxelles qui a reçu des instructions de l'archiduc Albert pour assassiner le roi. D'autres éléments accablants viennent à leur tour semer le trouble sur ce meurtre. La thèse du complot prend de l'ampleur. Dans les pays limitrophes et dans les Pays-Bas espagnols, on annonce la mort du roi plusieurs jours avant qu'elle survienne. À Bruxelles, à Anvers, à Maastricht, à Cologne, on savait que le roi était mort avant le 14 mai. Quand même étrange. Le mystère s'épaissit lorsqu'une lettre, négligée par de nombreux historiens, apporte une révélation troublante. Un tueur aurait été envoyé quelques jours avant l'assassinat d'Henri IV. C'est une lettre de l'ambassadeur des cantons suisses à Paris, Jacob Enjolras, du 23 mai 1610, dans laquelle il raconte comme quoi un certain individu a promis à l'archiduc Albert qu'il ne manquerait pas son coup quand il verrait le roi au Louvre. Donc il y a bien, à mon avis, la preuve d'un complot venu de Bruxelles. Mais c'est à Lille, aux archives départementales du Nord, que l'on a retrouvé la trace d'un document plus troublant encore, longtemps resté dans l'oubli. Il s'agit d'un registre de compte de la Recette générale des finances qui date de l'année 1610, pour le compte d'Albert et Isabelle, archiduc et archiduchesse d'Autriche. C'est un registre assez volumineux, comme vous pouvez le voir. Il contient l'ensemble des recettes, dans une première partie, mais aussi des dépenses réalisées lors de l'année 1610. Au milieu de cette page, une dépense attire l'attention pour affaires grandement, c'est-à-dire affaires importantes. Leur service dont Issel ne désire être fait plus ample déclaration. Albert et Isabelle ne souhaitent pas que plus ample information soit portée dans ce document. Quand on consulte le registre de l'année juste antérieure, 1609, nous constatons que la dépense pour affaires secrètes est de l'ordre de 1000 à 2000 livres. L'année 1611, la dépense effectuée pour affaires secrètes est de l'ordre de 1000 à 2000 livres également. En revanche, pour l'année 1610, la dépense est beaucoup plus importante. Elle monte à une somme cumulée de plus de 15 000 livres. 15 000 livres, c'est une somme énorme. De quoi s'agit-il ? On ne sait pas. C'est simplement uniquement dans cette année 1610 qu'on voit la présence de cette somme. On peut imaginer, c'est pas une certitude, mais que ça a permis de financer l'expédition de ces quelques individus qui étaient chargés de tuer le roi.
de tuer Henri IV ou alors de repérer et rencontrer à plusieurs reprises Ravaillac, de l'influencer et finalement de l'encourager à passer à l'acte. Si l'affaire reste complexe, les faits sont édifiants, comme cette lettre de l'ambassadeur annonçant l'arrivée d'un tueur depuis Bruxelles, ou encore les importantes sommes d'argent dissimulées dans les comptes secrets de l'archiduc d'Autriche. Ces indices rendent la thèse d'un complot international plus plausible que jamais dans un vaste océan d'hypothèses. Ce qui est très intéressant dans cette affaire, et ça me fait beaucoup penser à l'assassinat du président Kennedy, où l'on a plusieurs commanditaires sur un même assassinat, ce qui brouille complètement les pistes et rend l'affaire insoluble, c'est qu'il se pourrait que plusieurs personnes aient en même temps prémédité la même mort d'Henri IV. C'est ça qui est fascinant dans cette histoire de la mort d'Henri IV, c'est que les pistes encore perdurent depuis 4 siècles. En tout état de cause, on peut se dire, mais donnez-nous la vérité. Je pense que cette vérité ne sera jamais connue. Ce régicide est captivant et les rebondissements palpitants. Imaginez, de nombreux historiens se plongent encore aujourd'hui sur cette énigme, mais il semble bien que tous les secrets aient été découverts. Surtout lorsque l'on sait que les rapports des différents espions des pays impliqués de l'époque ont disparu. Pas une correspondance, pas une note de ces agents à leur base n'a été retrouvée. Un véritable trou dans les archives, plusieurs semaines avant et plusieurs semaines après le meurtre. Étrange, non ? Comme si les preuves de ce crime d'État avaient été effacées délibérément. Et que penser de l'interrogatoire de Ravaillac ? Vous allez voir que les enquêteurs ont bâclé leurs investigations. Nous allons tenter de comprendre pourquoi dans quelques instants. Mais auparavant, j'aimerais continuer avec vous la visite du château de Fontainebleau. Pendant son règne, Henri IV profite à sa guise des nombreuses demeures royales, comme le château de Saint-Germain-en-Laye, le palais du Louvre ou le château de Blois. En s'installant à Fontainebleau en 1593, après 30 ans de troubles politiques et religieux, le souverain s'attache à rendre à ce château tristement abandonné l'éclat qu'il avait du temps des Valois. Il agrandit considérablement le domaine et profite aussi des aménagements initiés par ses prédécesseurs, à l'image de cette incroyable galerie François Ier. Construite au début du XVIe siècle, le souverain emprunte seul ou avec ses hôtes les plus prestigieux ce couloir long de plus de 60 mètres et large de 6 mètres. Il permet de relier les appartements privés situés dans l'ancien donjon du château à la chapelle royale que j'aimerais maintenant vous faire découvrir. Et voici la chapelle de la Trinité. Sous l'impulsion d'Henri IV, elle reçoit cette voûte spectaculaire conçue par le peintre Martin Fréminet. Admirez ce décor exceptionnel. Il illustre de façon très intellectuelle l'histoire de la rédemption de l'homme. Au centre, on peut voir le Christ au jour du jugement dernier, entouré des 7 premières intelligences et de la justice. Ce programme érudit vise à démontrer qu'Henri IV est devenu un bon catholique et qu'à sa cour, on médite en profondeur sur le mystère de la foi. Cet ambitieux décor est l'un des plus impressionnants exemples du maniérisme tardif en Europe. On peut légitimement affirmer qu'il s'agit de la version française de la chapelle Sixtine. La chapelle a aussi vu des moments majeurs de l'histoire, comme par exemple
le mariage de Louis XV et Marie Ledzinska en 1725, ou le baptême de Napoléon III, en tout cas le futur Napoléon III, en 1810. En revanche, les funérailles d'Henri IV ne vont pas se tenir ici, dans la chapelle de la Trinité, mais à Paris, au Palais du Louvre, mais aussi en la cathédrale Notre-Dame, et les cérémonies vont durer plusieurs jours. Et c'est le 1er juillet 1610, soit 48 jours après la mort du souverain, que sa dépouille mortelle rejoint la basilique de Saint-Denis aux côtés des rois de France. Quant à François Ravaillac, ses geôliers multiplient les supplices lors des interrogatoires qui sont de plus en plus musclés. Viendra ensuite le choix de son exécution et tout va être mis en œuvre pour qu'elle soit à la hauteur du crime qu'il a commis. Le 15 mai 1610, Ravaillac est mis au fer dans la plus célèbre des prisons parisiennes. Quel est le lieu le pire? Celui qui a la réputation la plus abominable sur un terrain carcéral, c'est la Conciergerie. Et c'est là où on met les pires criminels. Les murs sont suffisamment épais, les barreaux suffisamment forts pour que justement un personnage aussi monstrueux et aussi haï que Ravaillac qui soit enfermé. Votre vrai nom? C'est ici, dans ce lieu sombre, à l'abri des regards, que son interrogatoire peut commencer. Qui sont vos complices? Dans le système judiciaire d'Ancien Régime, la procédure criminelle légale, normale, est inquisitoire. C'est une enquête qui est menée par un juge qui est tout-puissant, qui cherche à obtenir des aveux. C'est véritablement l'objectif de toute cette enquête. Il faut obtenir les aveux qui sont considérés comme la reine des preuves. Donc, on fait tout pour le faire avouer. Or, de manière extrêmement constante, Ravaillac n'avoue rien. Il continue à affirmer qu'il a agi seul, par la seule volonté de Dieu. On tâche à tout prix et sans cesse de faire avouer à Ravaillac, non pas son crime, parce que ça il l'avoue immédiatement, mais les complices et les commanditaires de son geste. Sur ce point, Ravaillac reste muet. Aucun aveu ne sort de sa bouche. Pourtant, face à ce silence obstiné, la vérité doit éclater. Le prisonnier ne le sait pas encore, mais il va devoir affronter l'épreuve ultime. Pour obtenir les aveux de François Ravaillac, il y a une méthode simple et imparable, c'est la question. Alors qu'est-ce que c'est que la question? Eh bien, c'est la torture. Et donc, pour sortir un aveu d'un prisonnier, on va, ce que l'on disait à l'époque d'une façon très pudique, le tourmenter. Mais le tourment, à l'époque, ce sont des monstruosités. Comme par exemple l'ingestion forcée de grandes quantités d'eau. On va le forcer à boire de manière à le faire suffoquer. Et au bord de l'évanouissement, dans d'atroces souffrances, avec toujours cette idée qu'on va réussir à le faire avouer. Ce qui se produit pour Ravaillac quelques jours plus tard, c'est la question au brodequin. C'est une torture atroce, puisqu'il s'agit d'enfermer les jambes de l'accusé dans des coffrages de bois et d'y enfoncer des coins de bois qui progressivement accroissent la pression sur les membres et écrasent les articulations. Donc il pousse des hurlements, il y a 4 questions ordinaires, 4 questions extraordinaires, et à chaque fois on revient toujours sur la même question, avez-vous des complices? Avez-vous des complices? Allez. À 16 reprises, il dira qu'il n'a pas eu de complices. Alors que tout est mis en œuvre pour faire avouer Ravaillac, le dossier d'instruction révèle que la procédure judiciaire a fait preuve de négligence. De nombreuses pistes sont totalement ignorées. Ce qui est étrange, c'est qu'on ne va pas chercher à apprendre plus de choses sur les raisons de son geste. En quelque sorte, on ne va pas mener d'enquête. C'est incroyable cette procédure. 4 jours d'interrogatoire, on va vite, on fait venir aucun témoin, personne. Il faut faire un exemple, il faut montrer que la justice est implacable, que le nouveau règne commence immédiatement par le châtiment du régicide. Donc il faut agir vite. Donc très peu de temps après l'assassinat d'Henri IV, le Parlement rend son verdict et condamne Ravaillac à la mort.
Le verdict est alors mis par écrit. Ce précieux document a traversé les siècles. Il est aujourd'hui conservé ici, aux archives de la préfecture de police de Paris, dans cet imposant ouvrage. Alors, on a là sous les yeux un document très important qui est le registre des écrous de la conciergerie de Paris, c'est-à-dire le registre dans lequel sont consignées toutes les entrées et les sorties des prisonniers. Et là, on arrive à la page qui contient l'écrou de Ravaillac. Les pages sont composées de la manière suivante, en 2 parties. Sur la partie droite, l'entrée, ici, de Ravaillac, le 15 mai. On voit son nom, François Ravaillac, sa profession, praticien, natif d'Angoulême, amené prisonnier pour l'inhumain parricide par lui commis en la personne du roi Henri IV. Et la partie gauche du registre contient donc l'arrêt, c'est-à-dire la sentence rendue par le Parlement de Paris. Le fait que cet arrêt soit si long, qu'il occupe autant de place dans le registre, nous indique bien qu'on est face à un arrêt tout à fait exceptionnel, qui sort de l'ordinaire. Donc le 27 mai 1610, on lit à Ravaillac cet arrêt, cette sentence du Parlement de Paris, qui lui annonce son sort. Il sera immédiatement exécutoire. C'est donc le matin même de son exécution que Ravaillac découvre le terrible sort qui l'attend. Une peine rarissime, réservée aux crimes les plus odieux. Et si la procédure judiciaire était jusqu'ici tenue au secret, la sentence, elle, est immédiatement rendue publique, puis publiée, placardée et distribuée partout dans Paris. 13 jours seulement après son geste fatal, Ravaillac, lui, vit les dernières heures qui le séparent encore d'une mort atroce, restée tristement célèbre dans les annales judiciaires. C'est le 27 mai 1610 que la dernière journée du condamné à mort commence. Ravaillac est conduit à la place de Grève, qui correspond à l'actuelle place de l'Hôtel de Ville. C'est ici, au cœur de Paris, qu'ont lieu les exécutions publiques depuis le début du XIVe siècle. Les gens se pressent en place de Grève pour assister aux tourments infligés à Ravaillac. Le châtiment du régicide, terrible, est un spectacle. L'échafaud est très largement gardé par des gardes en armes, puisque l'on sent que la foule est très hostile. Ravaillac s'attend à ce qu'on honore son nom. Il est éberlué parce qu'il ne reçoit que des insultes, des crachats. On lui jette des choses au visage. On le conspue. Il dira, voyant cette foule hurlante et déchaînée contre lui, « On m'a bien trompé quand on a voulu me persuader que le coup que je ferais serait bien reçu du peuple. » La grande question, qui on ? On ne le saura jamais, c'est encore un mystère. Le châtiment peut commencer. Le bourreau, encouragé par la foule, va appliquer à la lettre les supplices voulus par le Parlement de Paris pour punir l'infâme régicide. On va lui mettre en main un couteau, pour le symbole, et on va brûler cette main jusqu'au coude. On va alors passer au supplice de la tenaille, qu'on va accrocher à ses mamelles et à ses cuisses. Et on va arracher la peau. Et comme si cela ne suffisait pas, sur ces plaies vives, sanguinolentes, on coule de la poix, on coule du plomb fondu, on coule de la résine. Et ce sont des hurlements épouvantables. Ça nous semble d'une cruauté insondable et gigantesque, mais c'est un supplice qui est conçu comme véritablement pédagogique. Il s'agit de saisir par l'effroi la foule pour qu'elle comprenne bien ce qu'il en coûte de défier les lois du roi, les lois de Dieu. Après de longues heures d'un effroyable supplice, Ravaillac, à l'agonie, s'apprête à vivre l'acte final de ce sinistre cérémonial. Le moment tant redouté est arrivé. Sa mise à mort par écartèlement. On accroche à chacun des 4 membres du supplicié un cheval. Sur un geste du bourreau principal, les chevaux s'ébranlent. Ces chevaux tirent et ils doivent démembrer. Le condamné, ils doivent le démembrer vivant. Mais la force de Ravaillac
est tellement herculéenne que le corps résiste. Et on doit finalement sectionner les tendons des cuisses pour lui permettre d'être démembré. Et Ravaillac meurt. Au bout de 2 heures, le supplice est achevé, le corps est démembré. Et puis on finit par récupérer les morceaux du corps et à ce moment-là, ils sont brûlés par le bourreau. Il ne faut plus qu'il reste la plus légère trace, la plus petite racine de ce qui a commis le mal. Plus personne n'a le droit de porter ce nom de famille. Il doit être effacé des registres. Toute sa famille, en fait, tombe dans l'oubli. Finalement, ce nom qu'on veut oublier, aujourd'hui, il est indissociable de celui d'Henri IV. Et jamais le nom de Ravaillac, au final, ne disparaîtra. Si le nom de Ravaillac est à jamais gravé dans l'histoire de France, son geste a aussi immortalisé le nom d'Henri IV. S'il n'avait pas été tué par Ravaillac, il aurait fini, je le crains, en dépit de son œuvre incroyable de redressement national et de réconciliation nationale, il aurait fini dans les poubelles de l'histoire, parce que la guerre aurait mis un terme à sa réputation. Et là, le poignard de Ravaillac transforme l'histoire d'Henri IV en légende d'Henri IV. Si François Ravaillac reste donc le principal et l'unique accusé de ce crime, il est tout de même très séduisant de vouloir croire à l'hypothèse du complot politique. Toute vérité n'est peut-être pas bonne à dire, surtout lorsqu'il s'agit d'un crime d'État. Plus de 400 ans après, la question reste entière. Mais une chose est certaine, le geste de Ravaillac laisse une empreinte indélébile sur le royaume de France, renforçant la peur du régicide et donnant naissance à une monarchie absolue où le roi incarne désormais une puissance quasi divine. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement sur France 3 pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.